La MISMA se met en place petit à petit. Le premier contingent burkinabé est arrivé cet après-midi à Ségou. Les 150 hommes ont regagné Markala, lourdement armés et prêts à aider le Mali pour le recouvrement de son intégrité territoriale. Et au moment où notre armée et ses alliés poursuivent leur offensive, la sécurité se renforce dans la région de Mopti. C'est l'alerte maximale. Des patrouilles sont régulièrement menées de jour et de nuit pour contrer toute infiltration de terroristes. CAN 2013, demain, les équipes du Ghana et du Mali s'affrontent pour la deuxième journée de la poule B. Une occasion pour les Black Stars de prendre leur revanche. Souvenez-vous, à la CAN 2012, le Mali avait battu le Ghana à la petite finale. Comment nos aigles préparent-ils cette rencontre importante pour une qualification d'office? Au quart de finale, nous irons à leur rencontre. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi sous la présidence du président de la République par intérim, professeur Diankounda Traoré. Au cours de cette session, le Conseil a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. Avec moi sur ce plateau, Ibrahima Diombélé, bonsoir. Bonsoir, Ndé. Avec vous donc le contenu du Conseil des ministres de ce mercredi. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et nous allons commencer par le chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance autorisant la ratification de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée à Addis Abeba le 30 janvier 2007 par la 8e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine, dans le but d'enraciner la culture de l'alternance politique, de promouvoir et renforcer les valeurs universelles et les principes de la démocratie participative, la bonne gouvernance, les droits de l'homme et le droit au développement. Les États africains ont adopté en 2007 la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. La charte a pour objectif la promotion de la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes, l'instauration, le renforcement et la consolidation de la bonne gouvernance, l'interdiction, le rejet et la condamnation de tout changement anticonstitutionnel au gouvernement. Pour l'atteinte de ces objectifs, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance s'articule autour de principes axés sur l'accès au pouvoir et son exercice conformément à la constitution du pays signataire, la promotion des systèmes de gouvernement représentatif, la participation effective des citoyens au processus démocratique, au développement et à la gestion des affaires publiques, le renforcement du pluralisme politique. Les États membres s'engagent à prendre des mesures appropriées en vue de respecter les principes énoncés. Ils s'engagent également à soumettre à la Commission de l'Union africaine tous les 2 ans un rapport sur les mesures prises dans le cadre des engagements souscrits. Notre pays, le Mali, par l'adoption du présent projet d'ordonnance de ratification, entend renforcer au plan international l'engagement déjà inscrit dans sa constitution en faveur de la prise du pouvoir par les voies démocratiques. Sur le rapport du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement des voies d'accès à la cité universitaire de Kabala dans la commune rurale de Kalabankoro dans le cercle de Kati. Dans la recherche de solutions aux problèmes d'infrastructure, d'accueil et d'hébergement pour les étudiants, le gouvernement du Mali a créé un second pôle universitaire à Bamako, à Kabala, dans la commune rurale de Kalabankoro. Les travaux relatifs à la construction de la cité universitaire ont été déclarés d'utilité publique sans prendre en compte ceux relatifs à l'aménagement des voies d'accès consistant en un tronçon de route d'une longueur de 5,882 km auquel s'est ajouté le raccordement au village de Golobougou. L'emprise de la route d'une largeur de 40 mètres empiète sur des titres fonciers et des réalisations à caractère immobilier appartenant à des particuliers. Le présent projet de décret qui autorise et déclare d'utilité publique les travaux d'aménagement des voies d'accès à la cité universitaire s'inscrit dans le cadre des procédures prévues par le Code domanial et foncier. Son adoption permettra l'exécution des travaux et l'expropriation des propriétaires des immeubles touchés.
Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Directeur général de l'administration du territoire, M. Bassidi Koulibaly, administrateur civil. M. Mori Bassinayoko, directeur national de l'État civil, M. Mori Bassinayoko, administrateur civil. Directeur général des collectivités territoriales, M. Adama Sissouma, administrateur du travail et de la sécurité sociale. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, secrétaire général, M. Abdrahman Menyenta, maître de conférence, conseil technique, M. Tchefolo Kone, professeur de l'enseignement supérieur. Au titre du ministère de l'Agriculture, chef de cabinet, M. Yeya Mahaman Aydara, professeur de l'enseignement supérieur. Conseil technique, M. Seydounou Diallo, ingénieur de l'industrie et des mines. M. Abdoulaye Dambélé, ingénieur de l'agriculture et du génie rural, chargé des missions. M. Oumar Korkos, économiste. M. Ismaël Traoré, gestionnaire. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, chef de cabinet, M. Segui Kanté, administrateur civil, chargé des missions, M. Mamadou Niaré, analyste programmeur, M. Sekou Dissa, gestionnaire. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, conseiller technique, M. Eric Koulibaly, vétérinaire et ingénieur d'élevage, chargé des missions, Mme Diop Binta Diallo, ingénieur, directeur des finances et du matériel, M. Sekou Bassinayoko, inspecteur des services économiques. Au titre de l'énergie et de l'eau, conseil technique, Mme Li Fatoumata Khan, ingénieur des constructions civiles. Au titre du ministère de la Communication, secrétaire général, M. Mamadou Adi Traoré, ingénieur des constructions civiles. Voilà, Deïssi Soko. Merci Ibrahima. Djambélé, nous poursuivons ce journal avec ce communiqué du gouvernement. Depuis quelques jours, des informations nous sont revenues faisant état d'exactions commises sur le terrain qui frisent la violation des droits de l'homme. Le gouvernement du Mali, pour sa part, a toujours condamné de tels actes chaque fois qu'ils se sont avérés et mis l'accent sur les sanctions qui pourraient en découler. Pour leurs auteurs, le gouvernement renouvelle les instructions données par le président de la République par intérim aux forces armées de sécurité quant au respect strict des droits humains. L'armée doit être irréprochable et il ne saurait être question pour nous de cautionner des actes que nous reprochons aux terroristes. Le gouvernement rappelle aux forces armées et de sécurité le respect strict des droits humains et toutes les dispositions du droit international humanitaire et des conventions internationales en la matière. Le gouvernement veillera au respect strict de ces normes. Parlons à présent des activités du Premier ministre. Django Sissoko a successivement reçu en audience aujourd'hui le directeur du département Afrique des Nations Unies et l'envoyé spécial de la Norvège pour le Sahel. Le diplomate norvégien était venu recueillir les préoccupations du Mali en matière de reconstruction. Quant au directeur du département Afrique de l'ONU, il est venu évoquer le renforcement de la présence des Nations Unies dans notre pays. Le reportage est de Mamari Koni. C'est en application de la résolution 2085 que les Nations Unies veulent renforcer leur présence dans notre pays. Le directeur du département Afrique des Nations Unies était venu réaffirmer le soutien de l'ONU et de la communauté internationale à accompagner le Mali. Nous avons parlé de l'établissement de ce bureau des Nations Unies pour le Mali. Il s'agit d'une présence complémentaire parce que, comme vous le savez, les Nations Unies sont déjà au Mali depuis des années et des années sur des aspects de développement, etc. Et maintenant, étant donné la situation que vive le pays, le secrétaire général a bien voulu établir une présence supplémentaire pour s'occuper des aspects politiques et militaires de coopération pour aider le Mali à s'en sortir de la crise. Donc nous sommes là dans le cadre de la résolution 2085 du Conseil de sécurité. C'est une équipe d'avance des Nations Unies pour établir ce bureau.
C'est dans les besoins que l'on reconnaît ses meilleurs amis, ce qui explique la présence de l'envoyé spécial du gouvernement de Norvège pour le Sahel au Mali. L'objectif était d'essayer de définir quelle contribution est-ce que la Norvège pourra donner dans la situation actuelle et aussi dans les mois les mois à venir. Surtout à l'égard de reconstruction, réconciliation, etc. Nous avons discuté les élections aussi, mais c'est le domaine politique de reconstruction que nous avons discuté particulièrement. Vous savez peut-être que nos pays ont des liens qui datent des années 1980. Dans les semaines à venir, la Norvège fera savoir ce qu'elle peut apporter concrètement dans le cadre de la reconstruction de notre pays, a promis le diplomate norvégien. Et notez que la 18e session du sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP et la 20e session du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tiendront respectivement les 24 et 29 janvier prochains à Addis Abeba en Éthiopie. Le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine, Maître Demba Traoré, qui participera à ces deux sessions, quitte Bamako demain matin pour Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Le président de l'Assemblée nationale par intérim s'est rendu ce matin au chevet des blessés de guerre à l'hôpital du Mali. La délégation des parlementaires était composée des membres de la commission de santé et de la commission dépenses de l'Assemblée nationale. Elle est venue apporter le message d'encouragement du peuple malien aux braves soldats. Sur place, Younessi Touré a remis 500 000 francs CFA comme contribution de l'armée, de l'Assemblée plutôt. La visite était suivie par Adama Dimdi. Ces 3 blessés étaient sur le théâtre des opérations à Kona dans le cercle de Mopti. Ces vaillants soldats ont défendu la patrie avec courage et détermination. C'est ce qui justifie cette visite du président de l'Assemblée nationale par intérim. Younessi Touré est venu s'enquérir de leurs conditions de santé et leur apporter la compassion du peuple malien. Nous leur apportons un message de soutien de l'ensemble des députés pour l'action qu'ils ont menée pour assurer la sécurité, la stabilité de notre pays, des populations de notre pays. Ces hommes qui ont pris l'engagement d'aller jusqu'au sacrifice suprême, n'est-ce pas, pour que le Mali tienne debout, pour que le Mali se relève. Nous apportons ici notre reconnaissance à eux et à l'ensemble de l'armée malienne et à l'ensemble des troupes amis du Mali qui aident notre pays à se relever. Le président Touré a félicité le personnel de l'hôpital du Mali pour la qualité des soins. Nous avons vu le travail formidable qui a été réalisé par l'équipe malienne et l'équipe chinoise pour apporter secours à des blessés graves. Vous venez de voir les balles qui ont été extraites. Je ne peux pas décrire réellement l'opération qui a été faite, mais je considère que c'est une opération d'une extrême délicatesse qui a été réussie et les malades aujourd'hui récupèrent. La délégation parlementaire a remis une enveloppe de 500 000 francs comme contribution. Et toujours par rapport à la situation qui prévaut au Mali, le chef d'état-major général des armées réaffirme que les forces armées de sécurité du Mali sont résolument tournées vers le respect des droits humains sous toutes ses formes dans le cadre de la mise en œuvre de leur mandat d'engagement au sein de l'opération Bandeko pour la restauration de l'intégrité totale du territoire national du Mali. Tous les membres des forces armées de sécurité sont conscients de leur responsabilité dans la protection des civils et surtout des femmes et des enfants, conformément aux conventions internationales établies en la matière. Le professionnalisme des membres des forces armées maliennes est avéré dans ce domaine. La thématique du respect des droits humains est enseignée dans toutes les écoles militaires et centres de formation au Mali. Le chef d'état-major général des armées rassure l'opinion nationale et internationale, ainsi que les organisations des droits de l'homme sur son engagement à respecter scrupuleusement les principes édictés par les différentes conventions internationales ratifiées par la République du Mali. Les forces armées et de sécurité font le serment de veiller scrupuleusement
à la protection des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. En fin de séjour au Mali, la commissaire européenne chargée de l'action humanitaire a rencontré la presse nationale et internationale hier. Au centre des débats, la situation humanitaire dans notre pays et la réaction de l'Union européenne face à cette situation. Près de 16,5 milliards d'euros sont mobilisables pour le Mali. Ce montant permettra de faire face aux besoins urgents de leur reportage de Alocene Touré. L'Union européenne pourrait mobiliser 250 millions d'euros pour venir en appui aux efforts du gouvernement malien vers l'achèvement de la transition. Cet appui ne tient pas compte des programmes existants dont l'essentiel des actions est consacré au renforcement de la société civile, de la sécurité alimentaire et l'approvisionnement en eau potable, notamment de la ville de Bamako. La commissaire à l'action humanitaire de l'Union européenne, en séjour dans notre pays, est venue estimer les besoins d'ordre humanitaire. Cependant, Kristalina Georgieva insiste sur le respect du droit humanitaire en matière de conflits armés. Il faut signaler que les hostilités au nord du pays ont mis sur les routes de l'exil des centaines de milliers de nos compatriotes, essentiellement en direction des pays voisins comme le Niger, la Mauritanie et le Burkina Faso. S'y ajoute une nouvelle vague consécutive à la reconquête du pays. L'Union européenne, à travers son service humanitaire, vient en aide aussi bien aux déplacés internes qu'externes, sans oublier ceux restés sur place. La prise en charge de cette dernière catégorie requiert l'aménagement d'un couloir humanitaire pour acheminer les vivres et faciliter la fourniture des besoins courants. Je vous l'annonçais dans les titres, un premier convoi du contingent burkinabé est arrivé cet après-midi à Ségou, fort de 150 combattants. Les militaires burkinabés sont basés à Markala. Lourdement armés, les soldats du Faso se disent prêts à défendre le Mali pour qu'il recouvre son intégrité territoriale. Les combattants burkinabés ont été accueillis à l'entrée de la ville de Ségou par le gouverneur de la région et l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali. De Ségou, la correspondance de Dougou Fanatra. C'est sous les deux drapeaux maliens et burkinabés que ce premier convoi du contingent du Faso a été accueilli par les autorités régionales de la 4e région et l'ambassadeur du Burkina au Mali à l'entrée de la ville de Ségou. Conduit par le lieutenant Natché Bori, ce convoi comprend une trentaine de véhicules civils et militaires, pick-up équipés de mitrailleuses, des camions de transport de troupes, des cars, des remorques et des ambulances. À bord de ces véhicules, plus de 150 combattants prêts à bondir sur l'ennemi. Mais que peut-on s'attendre de cette troupe du Burkina Faso basée à Markala? Remercier les plus hautes autorités de ce pays frère, le Mali, et remercier le gouverneur et l'ensemble de ses collaborateurs pour cet accueil chaleureux et fraternel, réservé donc aux éléments précurseurs du contingent du Burkina Faso. Je sais qu'il y aura un effectif qui va tourner autour de 650. Cet appui du Burkina Faso n'a pas surpris le Mali, deux pays unis par le sang, la géographie et l'histoire. Nous sommes très heureux. Je suis venu avec tous mes collaborateurs pour accueillir ce premier contingent et en même temps dire à l'ensemble de la population de la région de la cité Alanza que d'autres contingents sont attendus dans les jours à venir et plus précisément même dans cette semaine. Et nous serons toujours là ensemble avec les autorités politiques pour leur souhaiter non seulement la bienvenue et pour leur dire que nous avons besoin d'eux. Vendredi, la ville de San s'apprête à accueillir le contingent togolais. Et puis d'autres nouvelles du front, pendant que l'armée malienne et ses alliés poursuivent leur offensive sur Douentza, les forces de sécurité, police et gendarmerie en région de Mopti assurent les arrières avec vigilance par des patrouilles nocturnes sur les routes et sur le fleuve. Nos envoyés spéciaux ont accompagné ces patrouilles mixtes de police et gendarmerie à Sévaré et les brigades fluviales basées à Mopti en alerte maximale. Objectif, contrer toute infiltration de terroristes dans les villes. Moussa Arimaïga et Alou Touré. État d'urgence vécu à Sévaré et Mopti, ligne de front du théâtre des opérations militaires et du dispositif organisationnel de l'armée malienne et ses alliés pour les contre-offensives contre le terrorisme dans cette guerre imposée à notre pays.
pendant que l'armée ratisse large, que de vigilance comme ici à Mopti et Sévaré, où l'armée et la police patrouillent ensemble. Sévaré, mardi, 1h du matin. Là, nous sommes sur les routes de Mopti et Sévaré. Nous allons commencer la patrouille tout de suite. Il s'agit maintenant d'interpeller tous les conducteurs de véhicules. Arrêtez tous les véhicules. Fouillez les véhicules. Arrêtez les motocyclistes. Même les piétons. Quand vous arrêtez les piétons, vous les palpez. Mopti, là, nous sommes avec les brigades fluviales. Objectif, veiller à la contre-offensive et à toute forme d'infiltration de l'ennemi. Le rôle de la mission consiste à sensibiliser les habitants sur les rives droite et gauche jusqu'à la destination de Tongorongo, une commune rurale qui se trouve un peu devant avant qu'on a. Et à contrôler toutes les pinasses et sensibiliser les chefs de village, les paysans des localités, les bergers, pour qu'ensemble ils nous instruisent ou bien nous donnent effectivement les renseignements sur les gens qui les fréquentent. Et pour cause, dans cette guerre non conventionnelle, l'ennemi peut apparaître sous la forme la plus diverse. Vous savez, l'ennemi, c'est un ennemi non conventionnel, qui a des tactiques et des techniques qui n'ont rien à voir avec ce que nous connaissons d'habitude. Donc, c'est un ennemi infiltré que nous avons rencontré. C'est un ennemi qui est arrivé à pied, un ennemi qui est arrivé à bord de véhicules, en tenue civile, dans toutes les tenues, et confondu avec la population. Après plusieurs contrôles de routine sur l'axe Sévaré-Mopti, à l'arrivée, beaucoup d'interpellés, de suspects. Avec l'infiltration, il y a des gens qui se sont transformés en femmes, en habillement de femmes pour effectivement essayer de s'infiltrer, qui ont été arrêtés au niveau de Sévaré, et tant d'autres. Au niveau de la brigade mixte de Sévaré, on a eu à interpeller le franco-malien, qui a été effectivement arrêté par la brigade mixte de gendarmerie de Sévaré. Et puis il y avait aussi Moïse Yaradi Abdraman, le malien, qui est bobo, qui est policier islamique, qui réside à Tombouctou, qu'on a envoyé à Bamako pour des enquêtes. Nous avons interpellé juste les suspects et ils ont été conduits juste au niveau du commissariat, les véhicules ainsi que juste les motos qui n'ont aucune pièce. Donc on peut juste déjà dire que la mission juste a reçu. Pour le commandement des forces armées et de sécurité à Mopti, la traque se poursuivra et se renforcera. Et puis ces messages de soutien à notre armée et à ses alliés, l'association des chefs de village de la commune du Mandé et l'association des amis d'Angers adressent leur encouragement à notre armée et la félicitent pour son engagement pour la défense de la patrie. Et toujours sur la situation de guerre qui prévaut dans notre pays, le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant invite les femmes du Mali, en ville comme dans les campagnes, à apporter leur soutien financier à notre vaillante armée dans son combat de libération des régions nord du Mali. Les contributions seront récoltées par les responsables des organisations ou directement au niveau du ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant. Les opérateurs économiques du Mali se mobilisent en faveur de notre force, de notre armée plutôt, à l'appel du président du collège transitoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Ils ont collecté plus de 200 millions de francs CFA en espèces et en nature. La cérémonie solennelle de collecte a eu lieu hier dans l'après-midi à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, suivie par Nando Dambeli. Aide-toi, le ciel t'aidera, dit un adage. C'est fort de la véracité de ce dicton que les opérateurs économiques se sont mobilisés en faveur de nos forces armées et de sécurité. La cérémonie est salutaire puisqu'il s'agit du soutien d'un peuple à l'endroit de son gouvernement engagé avec l'appui des forces françaises et africaines à recouvrer l'intégrité territoriale. L'objet de la rencontre, c'était apporter une réponse concrète à l'appel que nous avons lancé à tout le secteur privé pour amener leurs contributions à l'effort de guerre. Sans distinction ni réserve, les opérateurs économiques ont répondu favorablement à l'appel. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour une première tranche, oui, parce que nous avons collecté 280 millions de contributions concrètes, qui ne sont pas seulement des promesses, mais des chèques confirmés et barrés et de l'argent en espèces.
Pour ce sursaut national, les opérateurs économiques n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Rendez-vous est pris dans les prochains jours. Et pour ceux qui souhaitent également contribuer à l'effort de guerre, le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget informe le peuple malien et l'ensemble des généreux donateurs que dans le cadre du soutien à l'armée malienne pour la libération du nord du Mali, la situation du compte ouvert dans les livres de la Banque de développement du Mali, SA, suivant le numéro 26 70 12 79 558 06, intitulé Appui aux forces armées pour la reconquête du nord du Mali, de son ouverture du 14 au 21 janvier 2013, se présente comme suit. Solde du compte au 21 janvier 2013, 273 272 184 francs CFA. Chèque à l'encaissement, avis de crédit attendu, 183 200 000 francs CFA. Chèque à encaisser, collecté au 21 janvier 2013, 40 millions de francs CFA. La situation, à la date du 21 janvier, évaluée à 496 472 184 francs CFA. Voilà, donc c'était le communiqué du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget qui faisait donc le point des collectes. Nous allons au Niger où se trouve la première dame. Traoré Mintou Doucouré participe au 12e congrès de la Société africaine de gynécologie obstétrique, SAGO. Elle s'est entretenue ce jour avec le président nigérien et a pris part au dîner gala offert par ce dernier. Les premières dames du Mali et du Burkina Faso ont déjeuné ensemble sur invitation de leur homologue du Niger. Traoré Mintou Doucouré a également accordé des audiences, le compte-rendu de ces rencontres avec nos envoyés spéciaux Dembawan et Nyanya Alou Traoré. Le palais des congrès de Niamey a réfugié du monde ce mardi. Beaucoup de femmes du continent se sont donné rendez-vous à l'ouverture des travaux du 12e congrès de la Société africaine de gynécologie obstétrique. Et regroupant plus de 15 pays d'Afrique, la SAGO a pour objectif principal de promouvoir la politique de formation dans les domaines de la gynécologie, de l'obstétrique et de la santé de la reproduction sur le continent. Le thème de cette année porte sur les coûts des stratégies pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en Afrique. Ce thème a été jugé plus significatif par la première dame du Mali, l'invitée d'honneur de la cérémonie d'ouverture. Le thème qui nous réunit cet après-midi est d'une importance capitale compte tenu de la place privilégiée qu'il occupe dans les politiques nationales de santé, de développement dans nos différents pays. En effet, la gynéco-obstétrique est une spécialité particulièrement complexe parce qu'elle concerne et la médecine et la chirurgie. L'actualité oblige. La situation au Mali s'est invitée dans les discours prononcés lors de la cérémonie d'ouverture. Tous les intervenants ont réaffirmé leur soutien au peuple malien qui traverse le moment le plus difficile de son histoire. En retour, la première dame, Mme Traoré Mintou Doucouré, a chaleureusement salué le président et le peuple nigérien pour l'attention qu'il porte sur notre pays en ce moment. La cérémonie d'ouverture a pris fin par une visite guidée des stands d'exposition. À noter que notre pays est représenté par une quarantaine de professionnels de la santé, avec à leur tête le professeur Dolo. La communauté musulmane du Mali, à l'instar de celle du monde musulman, célèbre demain le Mawloud, ou la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À cette occasion, le ministre des Affaires religieuses et du culte se fait le devoir de rappeler aux fidèles musulmans le respect de l'état d'urgence pendant la fête. Les propos du docteur Yacouba Traoré sont recueillis par Mamoru Sidibi. En ce jour béni de Dieu, j'adresse à l'ensemble de la communauté musulmane, de l'intérieur comme de l'extérieur, mes meilleurs vœux de bonnes et joyeuses fêtes du Mawloud égérienne 1434. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs en islam, j'invite l'ensemble des musulmans du Mali à placer la fête du Mawloud de cette année sous le signe de la reconquête des régions nord du Mali. Le Mali, terre d'islam depuis des siècles, a aujourd'hui plus que jamais besoin de la paix. D'une paix dans laquelle tous les citoyens maliens vivent en parfaite communion.
d'une paix sans laquelle il n'y a pas de développement économique du pays. Au nom du président de la République par intérim, je remercie tous les leaders religieux d'avoir accepté de célébrer le Mawlud de cette année en tenant compte des restrictions de l'état d'urgence. Que chaque fidèle formule des bénédictions pour la cohésion sociale, l'unité nationale, l'union des cœurs et des esprits pour le retour de la paix dans notre pays. À suivre après ce journal, l'intégralité du message du ministre. Bonne fête de Mawlud à tous. La deuxième session ordinaire de la conférence épiscopale du Mali a pris fin ce mercredi à l'archevêché de Bamako. Pendant 3 jours, les évêques de notre pays ont évoqué les sujets du moment. Isaac Tienou. Tous les évêques du Mali, excepté celui de Mopti, étaient présents à cette conférence épiscopale. Deuxième de l'année pastorale 2012-2013, la rencontre a permis aux différents responsables de l'Église de discuter des sujets ayant trait à la vie de l'Église et du pays. Ils ont exhorté les chrétiens à plus de foi et à la prière. La situation socio-politique du pays a constitué le premier point de leur échange. À cet effet, ils tiennent à remercier les amis et partenaires qui sont venus et qui continuent de venir aider notre pays à sortir du gouffre dans lequel voulaient le plonger les ennemis. En effet, nous ne pouvons imaginer combien nous avons frôlé la catastrophe. Ceux qui se montrent amis et soucieux de notre liberté et de notre dignité ne peuvent que bénéficier de nos prières et de notre soutien. Le second point des échanges a opté pour une visite aux blessés de guerre. Les évêques du Mali, parlant de la situation politique et sécuritaire du pays, ont invité les Maliens, et les chrétiens en particulier, à la vigilance et à la prudence. Dans la perspective d'une prochaine libération des régions du Septentrion, l'Agence pour le développement du Nord du Mali, ADN, programme des activités de consolidation des acquis. Le budget 2013 d'1,2 milliard de francs CFA, adopté à la 11e session du Conseil d'administration de l'ADN, couvre justement les activités devant renforcer le tissu économique et culturel des 3 régions. Moïse Traoré. L'Agence de développement du Nord du Mali, ADN, a contribué à l'essor socio-économique des 3 régions avant l'occupation par des groupes terroristes. À travers notamment la réalisation d'infrastructures de base telles que des puits à grand diamètre, des forages équipés de pompes manuelles et solaires, des micro-barrages de retenue d'eau, des salles de classe, des pieds-à-terre, des parcs de vaccination, des caisses d'épargne et de crédit. Elle a aussi œuvré à la réinsertion socio-économique de quelques 731 jeunes dans les 3 régions du Nord dans le cadre de l'accord d'Alger. Dans la perspective d'une prochaine libération des régions occupées, la 11e session du Conseil d'administration de l'ADN examine le projet d'activité de consolidation de l'existant. Nous avons présenté un budget d'1,2 milliard et nous allons intervenir dans les domaines surtout de l'eau, c'est-à-dire la réhabilitation des ouvrages hydrauliques, la remise en fonctionnement des caisses d'épargne et des crédits. Nous allons aussi certainement poursuivre, parce que nous avons les ressources pour cela, déjà au niveau du compte d'affectation, le programme de réinsertion des jeunes, qui a démarré depuis 2010. Tir, commerce, services, etc. Tous les domaines d'activité rentables. Ce conseil d'administration devait se tenir en début d'année 2012. Aussi, il prend en compte les activités menées durant le second semestre 2011. De la situation difficile que traverse notre pays, il en a été également question au cours du 29e conseil d'administration de la Société Énergie du Mali, EDM SA. Les administrateurs demandent un engagement indéfectible de tous les acteurs concernés. Daouda Sidiki Diarra. La 29e session ordinaire du conseil d'administration d'EDM SA se tient dans un contexte socio-économique sur le plan national et international. L'on note les conséquences économiques et sociales désastreuses et multiformes de la crise du Nord, la guerre de reconquête,
que nous saluons et soutenons de toutes nos forces, même si nous n'écartons pas le fait qu'elle ne manquera pas non plus d'aggraver les détériorations importantes subies depuis le début de la rébellion par les équipements et installations électriques de la société. L'évaluation de ces dites détériorations en vue d'une prise en charge rapide est à effectuer dès que la situation sécuritaire le permettra. Les travaux de ce conseil d'administration portent sur l'examen et l'approbation des budgets d'exploitation et d'investissement de l'exercice 2013. Pour ce faire, le budget d'investissement qui est financé par la Banque mondiale, la BOAD et EDM SA servira au renforcement et à l'extension du réseau, à la construction d'un centre national de conduite, entre autres. Il convient de souligner que l'atteinte des résultats globaux attendus au cours de l'exercice 2013 nécessite d'énormes efforts, et ce, dans plusieurs domaines. Le redémarrage des activités au nord, le contrôle du dépotage du combustible dans les centrales, la vulgarisation du compteur à prépaiement et de compteurs intelligents en vue d'améliorer la trésorerie et le taux de recouvrement. Malgré les multiples difficultés, la Société Énergie du Mali continue d'assurer pleinement sa mission de service public. La mairie du district de Bamako a tenu ce matin un conseil extraordinaire pour échanger sur la crise du Nord et voir comment elle pourrait participer à l'effort de guerre. Au cours de la session, il a été également question de l'état d'urgence qui doit être respecté. La mairie envisage de s'impliquer davantage pour mettre fin, par exemple, au cortège bruyant qui s'accompagne très souvent de motards qui perturbent la circulation. Mahamadou Doumbia. Cette session extraordinaire du conseil du district de Bamako s'est déroulée en deux phases. Une première intitulée « Échange sur la crise du Nord et la participation de la mairie du district à l'effort de guerre » et une seconde relative à la remise des dons aux déplacés du Nord vivant à Bamako. Au cours des premières discussions, l'appel du chef de l'État par intérim et l'intervention à temps opportun de l'armée française et celle des pays voisins ont été approuvés entièrement. C'est aussi l'occasion d'exprimer notre reconnaissance à tous nos blessés de guerre, d'avoir une pensée pieuse à tous ceux qui ont perdu la vie, et notamment aux soldats français Damien Boiteux, tombés aux toutes premières heures des attaques, à son pays, à sa famille, et aux familles de nos soldats. Je voudrais, au nom de tout le Conseil, les témoigner notre gratitude. À propos de l'état d'urgence, ce sont les cortèges de mariage qui ont retenu l'attention et ont été décriés en ce moment précis. Le Conseil a demandé au maire du district d'impliquer toutes les communes afin de mettre fin au cortège bruyant accompagné de motards qui perturbent la circulation. Pour apporter son soutien financier, la mairie du district a décidé d'offrir aux forces armées de sécurité 10 millions de francs CFA lors d'une cérémonie ultérieure. Autre aspect de cette session extraordinaire, le conseil municipal de la ville d'Angers en France a décidé d'apporter une contribution de 50 000 € en deux étapes. La première tranche de 25 000 €, soit 16 millions de francs CFA, a permis d'acheter des produits de première nécessité. Les bénéficiaires sont les collectivités de Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti, Ségou, les 6 communes du district, des associations et des centres d'accueil. Le gouverneur du district de Bamako, de son côté, a présidé ce matin un comité de crise auquel ont pris part les élus des 6 communes, les coordinateurs des chefs de quartier, les responsables des services techniques et de forces de sécurité et le syndicat des transporteurs. Il est ressorti des différentes interventions que des mesures sécuritaires exceptionnelles ont été arrêtées par l'ensemble des structures concernées depuis l'instauration par le gouvernement de l'état d'urgence. Ces mesures vont de l'organisation des patrouilles de grande envergure à l'interdiction des manifestations sur les voies et places publiques, à la sécurisation des points stratégiques dans la capitale, ainsi que l'élaboration d'un plan sanitaire d'intervention en période de crise. Plus de 5 milliards de francs CFA, c'est le budget 2013 du projet d'appui au développement des productions animales en zone de Caille Sud. Un budget approuvé par la 5e session du comité technique du projet qui s'est tenue hier mardi à Caille. Les détails, c'est avec Jafar Aïdara. La 5e réunion du comité technique du PADEPA KS se tient à un moment où notre pays
connaît les plus graves crises sécuritaires et institutionnelles de son histoire. Ces crises ont entraîné la suspension de la coopération technique et financière des partenaires traditionnels, dont la BAD, principal bailleur. Malgré cette situation, le PADEPA KS a obtenu des résultats importants au cours de l'année 2012 qui sont entre autres la mise en place de 24 noyaux de herbivores et 12 noyaux ndama au niveau de 36 élevages bénéficiaires. L'équipement de la mini-laiterie de Kita pour un montant de plus de 52 millions. L'acquisition de 12 plateformes multifonctionnelles pour les 12 communes de la zone d'intervention du projet. Présentement, nous avons au moins 7 contrats qui sont en cours de démarrage, dont 2 contrats pour la réalisation des forages à Kai, Keniba, Baflabé et Kita, de circulisement des mares, et un contrat pour les travaux de construction des services déconcentrés de l'élevage et du MEP au niveau de Keniba. Et présentement, les 3 autres contrats sont en cours de signature. Au cours de cette 5e réunion, les participants ont examiné le niveau d'exécution des recommandations de la 4e session du comité technique qui s'est tenue à Keniba. Le rapport 2012 a fait ressortir que les 5 recommandations formulées sont aujourd'hui exécutées. Il s'agit de l'acquisition du TF pour le siège du PADEPA, l'obtention de l'agrément de la mini-laiterie de Kita. Face aux efforts en cours et aux défis à relever, je voudrais réitérer l'attachement des autorités de la région de Caille à l'atteinte des objectifs du projet et je demeure convaincu de l'accompagnement efficace et sans faille de tous les responsables administratifs et politiques de la zone pour que ce projet réponde au mieux aux préoccupations des populations de notre région. Le budget 2013 du projet s'élève à plus de 5 milliards de francs CFA. Il faut rappeler que le projet d'appui au développement des productions animales dans la zone Caille Sud est conjointement financé par le gouvernement du Mali et la Banque africaine de développement. Le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant était à 2 cérémonies hier. La présentation de la médaille décernée à l'Association malienne des villages d'enfants SOS et la remise d'1 500 000 francs CFA offerts par les enfants de la diaspora pour leurs camarades déplacés du Nord. Fatoumata Kone. Après près de 30 ans d'assistance aux enfants en situation difficile, l'Association malienne des villages d'enfants SOS a décroché cette année une médaille intitulée « Médaille Herman Gainer ». Cette médaille est le fruit d'une implication vigoureuse de l'association auprès des enfants démunis. La médaille a été présentée à la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Cette médaille qui vient de nous être décernée nous motivera davantage et nous encouragera à mieux mériter les enfants et les jeunes dont nous avons la charge. Nous sommes sûrs que vous continuerez à mériter ce rang et à redoubler d'efforts pour des succès encore plus éclatants. Nos félicitations vont tout naturellement aussi à tous vos collaborateurs qui, dans les villages d'enfants SOS, œuvrent quotidiennement à offrir aux enfants des conditions de vie décentes et un cadre familial leur permettant de s'épanouir. Entre la distinction et l'encouragement, il n'y a qu'un pas. Les enfants de la diaspora, plus précisément du Gabon, viennent de montrer un bel exemple de sagesse dans ce sens. Ils ont remis une enveloppe symbolique d'1 500 000 francs CFA au ministre des Maliens de l'extérieur de l'intégration africaine pour les enfants déplacés du nord du Mali. Les enfants viennent de prouver que si nous avons quelque chose en commun, c'est notre pays. Et aucun sacrifice, à mon avis, n'est de trop pour le préserver. C'est pourquoi je m'en vais remettre cette enveloppe de 1 500 000 à Madame la ministre pour le compte des enfants déplacés du Nord. Selon la ministre, ces 2 activités contribuent sans nul doute à l'émergence des enfants du Mali. La confection des panneaux de signalisation des services publics est désormais réglementée comme prévu par un décret qui a été pris en Conseil des ministres. C'était le 30 décembre 2003. Les panneaux doivent comporter le drapeau, la devise de la République, le logo du service ou les armoiries de la République. Ils doivent obligatoirement être inscrits en français et en langue nationale selon les milieux. L'exemple a été donné cet après-midi au ministère du Travail
de la fonction publique et des relations avec les institutions où le premier panneau a été inauguré. Pour plus de détails, écoutons Mamadou Namori Traoré au micro de Agali Ag Agissa. Ce panneau a été élaboré suite à l'adoption par le Conseil des ministres d'un décret portant signalétique institutionnelle en République du Mali. Ce décret indique très clairement comment les panneaux indiquant les emplacements des services publics doivent être établis. Vous venez de voir comment ce panneau est établi, avec la disposition du drapeau, des armoiries, du nom du pays, la devise du pays. Et vous avez vu aussi que ce panneau comporte une inscription en langue nationale bamana. C'est une décision qui a été prise. Et je dois dire grâce à la persévérance du ministre chargé des langues nationales. C'est lui qui a insisté pour que, dorénavant, nos services publics portent leur nom en langue nationale. Pas seulement bamana. Ici, à Bamako, ce sera bamana. Mais dans les autres régions, dans les aires culturelles bien définies, ça va être les langues les plus usitées dans ces aires-là. Et donc, c'est une première. Les anciens panneaux ne sont plus réglementaires depuis le mois d'octobre 2012. Et s'il y a des panneaux qui ont été repris après cette date, je le déclare, ils ne sont pas réglementaires. Les innovations, c'est qu'il y a un standard, qui est clairement défini, qui est fixé par une réglementation, et ce standard doit être appliqué. Et en plus, l'innovation majeure, c'est quand même l'utilisation des langues nationales. Parlons sport football, les Aigles du Mali jouent demain, jeudi, contre les Black Stars du Ghana au compte de la deuxième journée du groupe B. Il s'agit de la troisième confrontation entre les deux formations en une année. Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, les deux entraîneurs, avec beaucoup d'humilité, évoquent ce face-à-face qui pourrait être décisif pour le Mali et fatal pour le Ghana. Khalifa Naman Traoré et Brahima Koulibaly sont nos envoyés spéciaux en Afrique du Sud. Le vrai test pour moi demain, ce sera de comparer notre performance sur le match de demain et l'évolution du pays au niveau footballistique avec le match de groupe de la saison passée, de la compétition précédente. Le match de demain pour moi est la confrontation face à un des gros favoris de la compétition, le Ghana, une grande nation de football. Ça va être un match extraordinaire. C'est un match historique également. Il faut, pour espérer faire un résultat demain, faire un match historique, faire vraiment un grand match, hausser notre niveau de jeu, faire un grand match défensif parce qu'ils ont un potentiel offensif formidable et jouer avec le même cœur que l'équipe a montré depuis plusieurs mois durant cette période difficile pour le pays. Voilà, compenser peut-être par moment le talent qu'a cette équipe ghanéenne avec encore plus de cœur, de générosité pour arriver à hausser notre niveau de jeu et arriver à faire un grand match pour espérer un grand résultat. You know, I said earlier, Mali is a very good side, and most of the time. Ok, je dirais que le Mali est du bon côté, et les joueurs, nos joueurs, avant même nos joueurs étaient très bien testés avant même de passer pour le match. Donc, même moi-même, j'ai eu les informations sur eux. Tout ce qu'on doit à faire, c'est avoir nos propres stratégies et voir comment on va jouer ces matchs avec. Bonne chance aux Aigles pour demain. CAN 2013 toujours, la deuxième journée de la phase de poule a commencé cet après-midi dans le groupe A. L'Afrique du Sud s'est mise sur les rails en abattant l'Angola 2-0 et tout à l'heure, le Maroc et le Cap-Vert se sont neutralisés. Un but partout. Siragatou Sissé nous résume les deux matchs. Resté mieux d'entrée de jeu, Sud-Africains et Angolais, un point chacun, ont obligation de victoire pour ne pas hypothéquer leurs chances de qualification dès cette deuxième journée de poule. Sous les ordres de l'arbitre international Koman Koulibaly, l'Afrique du Sud et l'Angola ont bien compris l'imminence du danger. Les Sud-Africains regagnent les vestiaires avec l'avantage au score après une superbe reprise de volée du défenseur Siabonga Sangueni à la 29e minute. Un but apprécié par le sélectionneur Gordon Igesund. La prestation des Palancas Negras agace le sélectionneur angolais Gustavo Ferrin. Comme un signe d'impuissance, les Angolais lèvent le pied sur le ballon. 61 minutes,
Majoro entré en coup de match, coulisse au fond des filets, 2-0. Les Bafana d'Afrique du Sud se réconcilient avec les supporters. Marocains et Cap-Verdiens sont aussi dans le flou après la nulle initiale le 19 janvier dernier. Le Cap-Vert par Luis Suarez Di Platini devance la sortie du gardien marocain pour marquer le tout premier but des Requins bleus en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations à la 35e minute. Les Lions de l'Atlas du Maroc reviennent au score à la 78e minute par Youssef El Arabi. Un but partout. Dans ce groupe A, l'Afrique du Sud est seule en tête avec 4 points. Le Maroc et le Cap-Vert totalisent 2 points chacun et l'Angola 1 point. La troisième journée prévue le 27 janvier prochain nous propose en simultané Maroc-Afrique du Sud à Durban et Cap-Vert-Angola à Johannesburg. Mais déjà à suivre demain à 15h Mali-Ghana et à 18h Niger-RDC. Des matchs à suivre en direct sur l'ORTM. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout à l'heure, retrouvez Mohamed Touré pour l'émission Ligne de Front. Il sera également avec vous demain à 13h. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver après les matchs. Aux environs de 22h, le journal de la CAN avec Ousmane Daou. Et puis l'information continue sur notre chaîne et sur le site www.ortm.ml. Bonne soirée sur l'ORTM, tout en ayant une pensée profonde pour nos compatriotes vivant encore sous occupation. La libération totale du territoire, c'est pour bientôt. Merci.